Bienvenue à toutes et à tous sur Pourquoi les Espagnols sont comme ça, le podcast qui en moins de 10 minutes vous apporte un peu de culture générale sur l'histoire de l'Espagne. Dans le précédent podcast, je vous avais présenté la première partie sur les Visigoths, et je m'étais arrêtée au moment où Teudis prend le pouvoir après le décès d'Amalarico. Dans ce 10e épisode, je vais vous présenter la deuxième partie sur les Visigoths. Pour rappel, les Visigoths représentaient 5% de la population de la péninsule ibérique. Lorsqu'ils sont arrivés, il existait déjà une caste de privilégiés entre les propriétaires terriens et les sénateurs hispano-romanos. Une fois que les Visigoths se sont établis, une aristocratie territoriale est apparue et ces deux aristocraties vont se rapprocher peu à peu. La cohabitation entre les Visigoths et hispano-romanos n'est pas facile, car même si le peuple wisigoth a dominé grâce aux armes, il fut dominé à son tour par la culture et le style de vie qui était bien supérieur chez les hispano-romanos. On le voit notamment sur leur comportement, leur habit, leur alimentation et leur façon de parler entre autres. Au fur et à mesure que la monarchie wisigothe devient puissante, et avec elle la noblesse, elle va adopter le raffinement hispano-roman. Du côté du langage, on sait que les Visigoths ont fini par adopter le latin, mais une centaine de termes goths sont restés dans la langue espagnole, en particulier dans le monde militaire, comme les mots guerra ou bien bando, juridique et politique, par exemple le terme embajada, et courants comme bandido, blanco ou orgullo. On retrouve également des prénoms d'origine goth, tels que Gonzalo, Álvaro, Rodrigo ou même Alfonso. Tout au long de la domination wisigothe à Espagne, les différents rois vont devoir se confronter à des tensions avec les Francs d'un côté et de l'Empire romain d'Orient de l'autre. Dès 541, Teudis affronte les Francs qui avaient réussi à arriver jusqu'à Zaragoza sous le commandement du roi Clotaire Ier et de Childebert. Teudis réussit à les vaincre. Cependant, l'année suivante, il ne réussira pas à défendre Ceuta des Byzantins. Contrairement à Amalarico, Teudis opte pour la tolérance des chrétiens et va leur permettre de réaliser le premier concile de Barcelone. Il sera assassiné en 548 et son successeur aura moins de chance que lui puisqu'il le sera à son tour après un an de règne. Águila est choisi comme roi et dès le début, il va devoir se confronter aux hispano-romanos du sud dans la zone appelée Bética. Dans cette zone, les habitants refusent l'arianisme sur leur territoire, car ils défendaient corps et âme le christianisme nicéen et maintenaient leur fidélité à la Rome impériale. En parallèle, un rebelle wisigoth appelé Atanagildo se révolte contre Águila. Il va réussir à négocier avec l'empereur byzantin Justiniano des hommes contre des territoires en Espagne. Grâce au soutien des hispano-romanos et de l'armée byzantine, il va réussir à s'emparer de l'Andalousie. De son côté, le roi Águila décide d'attaquer la ville de Córdoba, piller la basilique et profaner le sépulcre de San Acisclo, un martyr chrétien sous l'empereur Dioclétiano. Furieux, les habitants prennent le dessus grâce à l'aide des Byzantins, occupent le camp wisigoth, pillent les trésors et tuent le fils d'Águila. Águila finit par être assassiné en 555 par sa propre armée à Emerita Augusta, l'actuelle ville de Mérida. Atanagildo est nommé roi. Et même s'il avait fait appel aux Byzantins lors de sa rébellion, il va devoir néanmoins les combattre à plusieurs reprises, car l'empereur Justiniano a l'ambition de reconstituer l'ancien empire romain. Après avoir signé un traité de paix avec lui, les Byzantins vont occuper presque tout le bord de la Méditerranée, allant de Cadiz jusqu'à Valence, et vont appeler cette zone la Provincia d'Espagne. Atanagildo décide que la capitale wisigothe sera désormais Tolède pour plusieurs raisons. Elle est placée au centre de la péninsule, elle est au carrefour des voies romaines et donc facile à défendre. De plus, elle dispose de toutes les commodités que les Romains avaient déjà installées, comme un forum, les thermes, théâtres, hippodromes, aqueducs, entre autres. Pour des raisons stratégiques, Atanagildo va développer d'excellentes relations avec les Francs, en particulier pour être une voie plus intéressante pour le commerce et la sécurité. Il va donc accepter de marier ses deux filles au roi franc, Sigebert et Chilpéric. Malheureusement, celle qui fut mariée à Chilpéric eut un destin tragique. On raconte que ce roi était éperdument amoureux de sa servante Frédégonde, et qu'afin de pouvoir se marier avec elle et garder la dot, il ordonne qu'on fasse étrangler sa femme durant son sommeil.
Ce meurtre a alimenté la haine contre les royaumes francs et bien sûr les convoitises de territoire, car bien évidemment, sa sœur, elle, réclame vengeance. À la mort d'Atanagildo, c'est Liuvia Ier, gouverneur de la Septimanie, qui est située dans la province de Narbonne, qui va être élu roi des Visigoths. Afin de protéger leur territoire de l'attaque des Francs d'une part et de l'attaque des Byzantins de l'autre, il va partager son pouvoir avec son frère Leovigildo. Liuvia décide de rester en Septimanie, tandis que son frère resterait à Tolède. À la mort de Liuva, Leovigildo sera l'un des rois visigoths les plus importants de l'histoire d'Espagne et va continuer à uniformiser le territoire non seulement à travers ses conquêtes, mais également à travers la législation. Au niveau des conquêtes, il réussit à conquérir une partie du territoire byzantin grâce à sa prise de Cordoba, une partie du territoire basque, ainsi qu'une partie de la Galice grâce à un traité de paix avec le roi Suev. Du côté législatif, il faut savoir que chaque communauté wisigothe régissait sa propre loi. On retrouve chez Leovigildo une influence de la législation romaine, car il va être rédacteur du Codex Revisus. Ce document officialise l'unification entre les ethnies goths et hispano-romanos et autorise même les mariages mixtes entre les catholiques et les ariens. C'est également le premier roi en Europe qui introduit les symboles du pouvoir royal, tels que le sceptre, la couronne, le trône et la cape violette, qui seront adoptés par la suite par les autres monarques européens. À sa mort, c'est son fils Recaredo Ier qui prend le pouvoir. Il va réunir le troisième concile de Toledo et abjurer l'arianisme pour se convertir au christianisme catholique, ce qui va apporter l'unification religieuse entre les Visigoths et hispano-romanos. Cependant, sa conversion provoque une multitude de révoltes, non seulement dans le territoire, comme à Mérida ou Narbonne avec l'aide des Francs, mais également au sein de sa propre cour, qu'il va réussir néanmoins à maîtriser. Il va initier une politique anti-juive en leur interdisant d'occuper les emplois publics, de posséder des esclaves chrétiens et surtout interdire le mariage entre juifs et chrétiens. Afin de calmer les tensions avec l'Empire byzantin, il signe un traité de paix avec l'empereur, lui garantissant le maintien de leur territoire sur la côte méditerranéenne, à condition de ne pas entrer dans les terres. Enfin, parmi les monarques les plus importants, on retrouve Sisebuto. Ce roi wisigoth va tenter d'unifier et agrandir le territoire en prenant la ville de Malaga et chassant par la même occasion les Byzantins. Comme l'empereur byzantin était déjà affaibli par les guerres contre les Perses et les Avars, il lui cède le sud-est d'Espagne. Sisebuto va continuer à étendre le territoire, en particulier dans la zone nord d'Asturias, mais également débarquer en Afrique du Nord et s'emparer de la région de Tanger. Il va continuer la politique menée par Recaredo en forçant la conversion des Juifs au christianisme et envoyer les récalcitrants dans les royaumes francs ou dans les zones de la Mauritanie qui appartenaient aux Byzantins. Ceci participera, entre autres, à la future invasion musulmane. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui portera sur la troisième et dernière partie des Visigoths.